Alors, que peut signifier connaissance du futur? Cette question qui nous a été posée, qui est une question assez énorme, je me suis dit qu'il fallait d'abord commencer par défaire un peu les notions qu'on met un peu tout le temps ensemble. Et puis d'autre part, essayer de voir quelles sont les conditions d'introduction de la notion de futur dans l'épistémologie. Là-dessus, j'avais fait un travail à l'époque sur imaginer l'épistémologie du futur. Alors évidemment, ça ne peut pas être une connaissance banale, habituelle, ça ne peut pas être un ensemble de propositions supposées vraies ou fausses, selon les probabilités, sur un état donné. Hein, là, le problème du donné sera aussi une des questions. Alors le futur, si on regarde, ne serait-ce que sur Internet, on voit que les linguistes discutent beaucoup pour savoir si c'est un temps ou un mode. C'est une question qui est vraiment intéressante. Je pense que pour penser le futur, il faut commencer à défaire aussi le futur de l'idée de temps. Bien sûr qu'il y a des relations entre les notions de temps et de futur, mais elles sont indirectes. Et justement, la notion directe, si je puis dire, entre temps et ce qui vient après, ce que l'on suppose venir après, c'est plutôt la notion d'avenir, qui suppose une forme de continuité entre le présent et ce qui vient, si je puis dire, après. Bon, c'est une vision apparemment linéaire, celle que nous ont laissé les latins sur le temps, mais disons que l'avenir suppose une certaine continuité. On a certaines choses qu'on sait sur le présent et on va essayer de faire une prospective, de comprendre ce qui va se passer plus loin, etc. Tandis que la notion de futur, elle n'est pas exactement dans cette continuité. Ce n'est pas tellement un problème de conjecture qui est aussi dans l'ordre des continuités. Ce sera plutôt quelque chose proche de la notion d'hypothèse. Le futur, c'est ce qui fait un retour sur une situation donnée, par exemple, considérée comme présente. La méthode, par exemple, des scénarios, vous faites tout un espace de scénarios, et ces scénarios... Il faut parler... D'accord. Et ces scénarios permettent de revisiter, au fond, les paramètres qu'on a choisis pour étudier le présent. Voilà. Voilà. Le futur rompt quelque chose d'une continuité, contrairement à l'avenir. Alors, je vais partir d'un ouvrage qui est paru chez Vrin, qui a été un ouvrage de fête pour la retraite de Gilbert Ottois. Vous savez, Gilbert Ottois est un philosophe belge qui a d'abord, dans un premier temps, introduit la bibliographie internationale sur la technologie, puis sur l'éthique, puis sur la science-fiction. Et il y a eu une grande fête, 2 jours de conférences, et ça a paru, les éditeurs sont Laurence Perbal et Jean-Noël Missa, ça a paru sous le terme « Les philosophes et le futur ». Alors, je vais faire usage de 3 citations que j'ai prises comme ça dans le texte pour voir un petit peu avec quelle notion le futur était en général accolé. Alors, voilà d'abord un texte d'un épistémologue tout à fait classique qui relie le futur à une réalité opaque. Evandro Agazzi. Dans l'histoire de l'humanité, le futur a été considéré presque toujours comme une réalité obscure, impénétrable, imprévisible et en même temps inéluctable. Il ne s'agit pas de temps qui va venir après. Ou bien, dans ce même ouvrage, il y a un chapitre de Pascal Chabot, qui discute beaucoup les idées de Simondon d'ailleurs, c'est un très beau chapitre. Le futur, qui n'existe pas encore, mais auquel convient parfaitement le mot de Platon selon lequel le non-être est,
joue un rôle actif dans les attracteurs imaginaires. On ne peut, en d'autres termes, penser le progrès avec le modèle d'une flèche unidirectionnelle. Il faut aussi une récursivité, c'est-à-dire on revient vers le présent. Le futur est un mode de coupure dans des moments de temps différents. Une des expressions qui a été utilisée dans ce colloque, c'est que le futur goûte. Il goûte. Et puis, il y a un article de François Laruelle. Il n'y a pas de philosophie du futur. C'est une contradiction dans la chose même. Le futur transforme l'ordre philosophique. Il y a une sorte d'inversion. Si vous voulez, la philosophie pense le futur en général sous la forme du coup de dé. Ça a été beaucoup développé, en particulier chez Nietzsche et compagnie, sur la question du coup de dé. Et François Laruelle fait le coup de dé comme une sorte de spécificité de la philosophie, mais montre que le futur ne se réduit pas à cette question du coup de dé. Et inverse la question, ce n'est pas une philosophie du futur, mais le futur modifie d'une certaine façon la philosophie. Alors, la valeur de ces fragments qui sont là, bon, c'est juste des fragments pour donner des, comment dire, pour susciter certaines choses, c'est que le futur apporte d'autres valeurs que celles du temps, celles de l'opacité, de l'inconnu, des conditions de la pensée. Tous nous espérons qu'il y a un futur, mais aussi d'une réorganisation. Il y a une coupure et une réorganisation. Cela donne au futur une toute autre épaisseur qu'à la notion d'avenir. Le futur est autant à la source de la pensée, qu'à l'aboutissement. Alors, je propose qu'il y ait deux sources de la connaissance du futur. Deux sources. Il y a une méthode qui est plutôt d'inspiration philosophique. Un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, qui dépend du coup de dé, qui dépend des scénarios, qui dépend des probabilités, qui dépend, etc., qui est un mode philosophique de penser le futur, grosso modo philosophique, au sens, on pourrait discuter de ça, mais bon. Et puis, on peut aussi supposer une autre source du futur qui ne s'exclut pas, qui sont simplement à des niveaux de connaissances différents. C'est des modes de connaissances différents. On suppose que le futur réorganise la philosophie et non l'inverse. Et à ce moment-là, on peut voir une méthode qui a une forme d'indépendance vis-à-vis de la philosophie que j'appellerais la méthode éthique. Une éthique pour la philosophie, et non pas une philosophie de l'éthique. Ces deux méthodes ne se contredisent pas et elles n'interviennent pas au même niveau. Ce que je suppose, c'est que pour poser un peu la notion de futur, il nous faut ces deux méthodes. Alors, la question de ces deux méthodes, elle se distingue par le fait que, dans la philosophie du futur, en général, on traite le futur sous des formes d'une surdétermination. Impossible plus la réalisation. Les risques, les scénarios, les méthodes prospectives, etc. Ce sont des méthodes de surdétermination. C'est ce que j'appelle philosophie du futur. Et d'autre part, une éthique du futur où justement on raisonne par sous-détermination. C'est-à-dire on enlève des hypothèses. Alors bon, on sait tout ça. Maintenant, l'homme sans qualité, l'homme générique, toutes les méthodes du sang qu'on verra tout à l'heure, qui sont, etc. Et là, si vous voulez, j'y mets ce que j'appelle l'épistémologie générique, que je développe avec un certain nombre de chercheurs,
Et alors que la philosophie du futur elle-même s'appuie plutôt sur l'épistémologie classique. Il n'y a pas d'opposition entre épistémologie classique et générique. Justement, il y a ce mouvement qui fait qu'à un moment donné, on ne cherche plus seulement des méthodes par surdétermination. Alors, dans la connaissance du futur par surdétermination, on choisit un concept qui ajoute quelque chose à l'indétermination du temps, risque, incertitude, statistiques, scénarios possibles, etc., et qui reviennent sur un état présent ou passé. Et les liaisons entre les concepts et les fractions de temps restent continues et ne rendent possible des conjectures. Et là, dans la conjecture, évidemment, il y a une forme de continuité qui fait que futur et avenir sont plus ou moins superposés. Il faut la sous-détermination pour voir que ce n'est pas exactement la même notion. Les effets de la sous-détermination sur les connaissances du futur, eh bien là, il y en a toutes sortes elle est tout à fait pratiquée à l'école des mines, pas très loin d'ici, vers Comment fait-on pour produire un objet ou une connaissance? Objet, il ne faut pas voir ça, objet manipulable, un objet, c'est ici très général. Comment produire un objet de telle sorte que, en privant cet objet d'une propriété qui semble la plus naturelle, on prive par hypothèse, bien entendu, on fait advenir des connaissances nouvelles pour le traitement de cet objet. Et ça, évidemment, ça a des effets aussi bien dans la création technologique, tout à fait pratique, comment est-ce qu'on fait des pneus sans caoutchouc, comment est-ce qu'on fait, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de substance qui n'ait pas les propriétés du caoutchouc finalement dans le pneu, mais qu'on a fait cette hypothèse-là pour agencer de nouvelles connaissances, pour comprendre ce concept, et de façon à construire le pneu de façon à ce qu'il ne soit pas un pneu donné, ce qu'on n'a pas dans le futur, plus une propriété. Alors, ça s'est beaucoup fait en philosophie des mathématiques anglo-saxonne. Amérique, Angleterre, Australie, où évidemment les mathématiques, ça ne se voit pas, d'une certaine façon, ça ne se voit pas. Et il y a de plus en plus d'historiens ou de philosophes des mathématiques qui ont, au fond, élaboré une connaissance des mathématiques en se demandant ce que c'est qu'une mathématique sans objet, une mathématique sans structure, une mathématique sans preuve, une mathématique, etc. Et tous ces travaux sont extrêmement intéressants. Et c'est moi qui ai vu les liens entre les méthodes qui sont celles des Milne, celles de la philosophie des mathématiques, celles de la philosophie non standard. Qu'est-ce qu'une philosophie sans transcendantale ou un homme sans sujet? Les grandes catastrophes humanitaires sont dues peut-être à la confusion entre l'homme et le sujet. C'est un des grands thèmes. Et alors en épistémologie, ce que je fais, il y a un abandon des relations toutes faites, en particulier dans le lien au temps, et à une constitution d'un espace d'extension des connaissances. Évidemment, le sens, les hypothèses privatives ou les hypothèses que l'on laisse, à un moment donné, permettent d'étendre les connaissances. Alors, ce sont donc des pensées par extension. On a bien pensé, beaucoup pensé à l'école des mines, aux extensions d'algèbre. Elles permettent de traiter ce qu'on cherche, non pas comme un objet donné plus une propriété, mais comme des X dont les propriétés se distribuent ensuite de façon inattendue dans l'ensemble des disciplines. Ça, c'est une méthode que nous avons beaucoup développée, Muriel Mombrini qui est ici, Léo et moi-même, dans le traitement des OGM. On s'est aperçu qu'on arrivait dans des impasses si on traitait un OGM comme un objet donné plus une manipulation génétique.
Et donc, on a trouvé des méthodes pour traiter ça, et j'ai vu que ces méthodes, avaient des résonances avec la façon de travailler à l'École des mines de Paris, dans le laboratoire du Centre de gestion scientifique. Hein, voilà. Et puis, d'autre part, ce sont des extensions, si je puis dire, sans retour. Ça va avec l'idée qu'il y a une irréversibilité des notions. Je pense que le futur, ce n'est pas simplement l'avenir, il y a quelque chose d'une irréversibilité. Une fois le X du futur posé, il n'y a plus de réversibilité entre ce X et les concepts qu'on a donnés. Cette non-réversibilité, elle permet justement de caractériser le futur autrement que par le coup de dé. Et d'autre part, cette indépendance relative en épistémologie entre le X du futur et les concepts rend leur autonomie aux ingrédients scientifiques. Le travail que j'ai fait sur les modèles et la modélisation en France depuis une vingtaine d'années a consisté justement à rendre autonomes les modèles de la relation, de la tension entre théorie et expérience, théorie et observation, où ils étaient relativement coincés et donnaient lieu à des débats très vifs. Bien sûr qu'il y a de la théorie, bien sûr qu'il y a de l'expérimentation, mais il y a aussi, pour les autres ingrédients qu'on rencontre de la science, des formes de modes d'autonomie. Et alors, du coup, on traite des modèles et de la modélisation un peu différemment. Alors, ça donne le terme de futuralité de la ruelle, mais à l'École des mines, pour donner l'équivalent de ça, ils ont créé le concept de prosence. Ça, c'est un concept de Benoît Weil, le concept de prosence. Actuel parle de rêverie perspicace. Voilà. Et dans l'interdiscipline, Mombrini, Muriel et moi-même, nous avons beaucoup travaillé sur la question de la translation et de la dérive des disciplines pour comprendre les espaces génériques qui rendent compte des objets scientifiques contemporains. Alors, l'épistémologie générique change les modes de visibilité des avancées en sciences. En général, le mode de visibilité, c'est la discipline. On voit de temps en temps, on dit de temps en temps, il n'y a plus depuis la mécanique quantique et la relativité, il n'y a plus de grandes découvertes. Donc simplement, le travail scientifique qui est fait n'est plus sous les mêmes modes de visibilité que ce qu'on pouvait voir avec la relativité ou avec la mécanique quantique. Donc, l'épistémologie générique, les avancées en sciences ne dépendent plus seulement des avancées disciplinaires. Leur organisation n'est plus seulement incrémentale en fonction du temps, c'est donc pour le futur. Les théories et les disciplines ont un mode de coexistence avec d'autres démarches et d'autres ingrédients scientifiques, et une prosence qui ne dépend pas du seul présent et de ce qui est bien établi. Alors, il faut bien voir, par exemple, quand on parle les personnes âgées, aux mines, les personnes âgées, ben voilà les problèmes qu'il y aura. Alzheimer, dépendance, machin, etc. Voilà. Ce qu'ils font, c'est de supposer qu'on ne sait pas ce que c'est que les personnes âgées. On va le transformer par un X et on va travailler par hypothèse sur cet X en supprimant certaines des caractérisations, des propriétés par hypothèse. Alors, on peut construire évidemment des intermédiaires entre futur et science, et faire un espace commun qu'on appelle générique. Et ça suppose une démocratie des disciplines. Par exemple, pour les OGM, nos travaux sur les OGM, on a bien vu qu'on ne peut plus traiter l'OGM comme un produit de la biologie moléculaire. Il y a beaucoup de gens qui traitent encore l'OGM comme un produit et on recommence ces erreurs pour la biologie de synthèse, etc. Et alors, évidemment, le futur se travaille dans des questions de superposition et d'hypercompatibilité des savoirs et des non-savoirs. Hypercompatibilité, bon, évidemment, je pense à Leibniz, je pense à Poincaré, évidemment, Poincaré, je pense, a donné l'un des premiers, dans ces types d'inventions mathématiques, un des premiers exemples d'espace générique. Ça, je pourrais le montrer. Alors, on peut poser la question, qu'introduit l'épistémologie générique en sciences
pour le futur. Alors, il y a une considération d'une hétérogénéité qui ne peut pas être réduite aux disciplines. L'hétérogénéité, dans les sciences classiques, elle était réduite, ça c'était Jean-Marc Leville-Blon qui l'a fait remarquer encore il n'y a pas très longtemps, par les mathématiques. Eh bien, supposons maintenant que dans les sciences contemporaines, on ait des hétérogénéités qui ne soient plus réductibles. Une pratique des sciences qui ne dépend plus seulement des sciences passées. Ça, c'est important en France. On est très fiers en France d'avoir mis des liens entre l'épistémologie et l'histoire des sciences. Et c'est vrai, on a raison d'en être fiers. Mais par contre, ça fait qu'on a fait une épistémologie qui dépend de la chronologie même de l'histoire des sciences. Et ça, on est arrivé à une impasse assez considérable pour que l'épistémologie soit presque remplacée pendant quelque temps par la sociologie des sciences, qui est évidemment une chose très importante, mais qui n'est pas de l'épistémologie. C'est tout à fait autre chose. C'est aussi, cet espace permet une autonomie relative des ingrédients scientifiques et renforce la valeur constitutive de l'hypothèse, comme l'avait très bien vu Poincaré, mais déjà Leibniz. Dieu, rien ne donne de peine à Dieu, moins qu'au philosophe qui fait ses hypothèses pour la fabrique de son monde imaginaire. Ça, c'est un fragment rapporté par Couturat, de la Bibliothèque royale de Hanovre. Alors, que devient-il de l'éthique du futur? L'éthique intérieure, bon, avant, mais il faudrait mettre des guillemets, je ne sais pas bien, c'est très mal dit. Mais d'une certaine façon, elle peut être une éthique pour la philosophie. Je n'entends pas seulement pour les sciences. Comment écrire en philosophie, justement, ce futur? Il nous dit, quand j'écris en philosophie, il y a une quantité d'autres gens qui écrivent en philosophie en faisant des hypothèses différentes, en faisant des hypothèses parfois contradictoires. Comment écrire en philosophie en admettant de droit la multiplicité des philosophies? Et d'autre part, cette éthique n'est plus liée à l'objet. On voit très bien dans les travaux de conception actuellement sur l'innovation que justement les méthodes actuelles s'éloignent de l'objet. Alors c'est extrêmement intéressant. On pourrait parler longuement des méthodes de conception. Et l'éthique prend alors la forme d'une science des frontières. C'est de là dont nous étions partis pour le traitement des OGM. Et alors, il faut permettre évidemment une coexistence entre la sur- et la sous-détermination. On peut multiplier les scénarios, mais sans croire à l'un d'eux, sans croire qu'un modèle soit plus proche du réel qu'un autre. Il faut à la fois une forme de scepticisme, mais aussi beaucoup d'inventivité. De l'inventivité qui peut être de l'art d'ailleurs. Alors, on peut faire des propositions pour voir quels sont les liens entre les deux méthodes. Par exemple, je pense au livre de Georges Amar, Aimer le futur. Sa poétique pourrait être considérée comme un lien entre la sous-détermination et la surdétermination. Et peut-être que l'anticipation de Paul Loup et de Léo pourra être traitée justement dans le lien de ces deux aspects. Bon, mais on peut rechercher des notions ensemble pour voir comment construire une éthique de l'anticipation. Je vous remercie.